amené à faire de la télé, à ce qu'on en parle depuis toujours, je dois vous avouer, j'ai jamais vu une horreur pareille. Jamais. Pourquoi? Parce que pour donner le change, comme ça, on donne. Oui, on va dire, on va faire parler des gens gentils, des gens qui l'aiment bien. Ben, même quand vous faites parler les gens gentils, les gens qui m'aiment bien, vous avez supprimé ce qu'ils ont dit qui était fort, qui était important. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Noël Bellone, secrétaire générale du groupe. Elle est interrogée, elle a fait 1h30 d'interview. Et comme elle était directrice des écoles de formation pour les jeunes au chômage, évidemment, elle aborde le sujet. Elle dit « Je suis très fier du travail qu'on a fait parce que, en l'espace de 5 ans, dans 6 écoles, on a sauvé du chômage 9750 enfants. Et par conséquent, c'est un travail qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et je suis très fier qu'on ait fait ça. Premier exemple. Deuxième exemple. Vous êtes cru permis, autorisé, de faire Bokassa. Heureusement que mon fils a été au courant et qui vous a demandé, et je reconnais votre fair play, puisque vous lui avez passé le passage. Vous aviez juste oublié de dire la fin. Vous voyez, on fait Bokassa, Tapi, il prend les châteaux, il les pique, il pique les bagnoles, il se barre. Bokassa, pour Tapi, il est ingénieur conseil à l'époque, et en tant qu'ingénieur conseil, le président de la Côte d'Ivoire l'invite à venir pour régler un différend qu'il y avait entre sa femme, Thérèse Houphouët-Boigny, et une bande d'escrocs qu'il avait emmenés dans une entreprise. Et je suis dans le train avec mon équipe, invité par lui. Et dans l'avion, je lis, je vous rappelle qu'on avait trouvé des enfants dans les congélateurs de Bokassa, rien que ça. Et les châteaux de Bokassa qu'il a achetés en France... C'est Paris Match qui avait révélé cette affaire. Bokassa, qui a piqué l'État français aussi bien, parce qu'on avait un président qui aimait la chasse à l'époque. Valéry Giscard d'Estaing, en effet. Alors, je dis à mes gars, et si on lui piquait ses châteaux, ça serait quand même pas mal. Voilà comment vous est venue l'idée. Voilà comment vient l'idée. Et à la fin de ma mission, le président Houphouët-Boigny me dit « Bernard, je suis très heureux, merci beaucoup. Est-ce que quelque chose pourrait vous faire plaisir ?» Je regarde mes gars, je dis « Oui, tiens, j'aimerais bien rencontrer l'empereur Bokassa. » « Ah bon? Oui, comme ça, pour voir. » Et c'est là où donc, j'imagine comment lui piquer ses châteaux. Et je fais venir pour le lendemain un notaire d'Angoulême. Effectivement, le prix, c'est vrai, c'est à peine 10%. 10% de la valeur. On lui fait la vente, on se barre. Le lendemain, vous m'entendez? Le lendemain, je prends rendez-vous avec la direction de l'UNICEF, un organisme qui vient au secours des enfants, et je vais à New York remettre les documents de vente. Et ça vous permet d'être, alors que vous êtes inconnu à l'époque, d'être dans le New York Times. On peut le revoir d'ailleurs, on peut le revoir ensemble, voilà, à la suite de cette opération philanthropique financièrement osée, écrit à l'époque le journal. De vous à moi. Ouais. Oser faire l'affaire Bokassa sans raconter la fin, mais c'est une honte, monsieur. Alors, c'est une honte, monsieur. On reprend point par point ce qui ne va pas. Allez-y. Parce que ça, vous pouvez pas me dire que ces deux exemples que je vous ai donnés. Vous avez évoqué, vous souhaitez évoquer les différents points qui ne vous paraissent pas Alors, j'ai pas envie, si vous voulez, je fais une différence entre trouver des arguments pour dire qu'on m'aime pas. Parce que c'est très compréhensible qu'on m'aime pas. J'ai dérangé beaucoup de gens, j'ai pas toujours été adroit, j'ai eu une grande gueule, bref, j'ai plein de raisons pour avoir créé quelques jalousies, quelques aigreurs. Mais il ne faut pas travestir la réalité. Le métier de repreneur d'entreprise en difficulté, je l'ai fait après avoir été ingénieur conseil dans une des premières boîtes françaises, chargé de faire ça, chargé de redresser les boutiques. Mais pour les redresser, il faut que la société soit capable de fabriquer des produits dont on a besoin. Or, on est à la période où de grandes sociétés sont restées ce qu'elles étaient, ne se sont pas modernisées et ont connu des difficultés. Or, mon premier talent, je vais vous permettre de vous le dire, ça a été d'avoir énormément d'intuition pour deviner
quels étaient les marchés de demain. Je vais vous donner un exemple. Il y a 40 ans, j'ai acheté la vie claire qui était en train de mourir. La vie claire, c'était une seule raison d'être, l'agriculture biologique. À l'époque, vous ne savez pas ce que j'ai entendu. Vous avez vu que je ne m'étais pas tellement trompé. 40 ans après, il y a 450 boutiques de la vie claire. Quand les critiques... Pourquoi attendez, moi, mais je veux finir. Allez-y, on est là pour ça. Je vous ai laissé dire vos conneries, donc vous allez laisser dire les miennes. Vous ne pouvez pas dresser une entreprise en feu marchant sur les têtes, ça n'existe pas. Alors interrogez plutôt, pour parler de ma carrière, des chefs d'entreprise qui ont été confrontés à ce métier. Ils sont nombreux. Arnaud, il a commencé comme ça, en reprenant le groupe Boussac. Pinault, en présentant comme ça, en présentant des boîtes. Il faut donc, première qualité, avoir l'instinct de ne pas se tromper sur le devenir. Et la deuxième qualité, c'est une de mes rares, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Mais que ce soit dans le football, dans le cyclisme, dans les affaires ou dans la politique, où vous êtes entouré des meilleurs et vous gagnez, où vous êtes entouré de gens qui vous flattent et qui ne sont pas des bons et vous perdez. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent que vous êtes un prédateur? C'est un mot qui est utilisé à votre endroit. Oui, attendez, toutes les sociétés que j'ai reprises... Qu'est-ce que vous répondez à cela? Toutes les sociétés que j'ai... Je vais vous dire d'où c'est né d'abord. Hein, et puis je vais prendre des téléspectateurs à témoin. Si vous regardez, c'est là la caméra, si vous regardez sur Internet, vous tapez tapis Manu France, et là vous avez 10 pages qui racontent que je suis le fossoyeur de Manu France. En effet, Manu France, ça a perdu 2500 emplois sur 2500. Heureusement, il reste dans ces pages de Google les journaux télévisés de l'époque. Et vos collègues de France 2, de TF1, etc., m'invitent le soir. Monsieur Tapie, pourquoi vous n'avez pas repris Manu France? Et j'explique, je ne l'ai pas repris parce que j'ai proposé un plan avec 250 pertes d'emplois. Les syndicats l'ont pas voulu. Et je dis à la télé, au lieu de perdre 250, ils vont en perdre 2500. Je vous rappelle pour les téléspectateurs qu'heureusement que mon fils a vu la bande, car vous aviez osé mettre dans votre reportage le cas Manu France. Alors que on m'accuse, alors que je ne l'ai pas repris. Donc, de vous à moi, il faut remettre les choses exactement sans travestir la vérité. Sans travestir la vérité. En disant la réalité aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous assumez aussi que pour certaines entreprises, tout ne s'est pas bien passé? Tout s'est bien passé. Il n'y en a pas une qui est retournée en liquidation. Jamais. Alors elles ont été vendues. Vous prenez Wonder. Wonder, il fabriquait des piles salines vendues chez les droguistes. Or, il se vendait avec des alcalines dans les hypermarchés. Mais je ne suis pas destiné à vendre des piles toute ma vie. Donc le jour où j'ai réussi le redressement, ça a été vendu à Ucar. Ouais. Mais il a fallu licencier des gens aussi. Attendez, vous avez licencié le nombre de personnes qui sont en trop. C'est pas du prédateur, ça. C'est du sauvetage. Après, l'entreprise, elle reprend les gens. Je vous donne un autre exemple. Look, numéro 1 de la fixation de ski. Une boîte formidable avec des gens qui bossent, etc. Sauf que le ski, c'est 6 mois par an. Donc ils passaient 6 mois de leur temps à fabriquer des produits qui ne se vendaient pas. Et on me présente le patron, et d'un coup, je vois une fixation de ski ancienne et une pédale de vélo. Laissez-moi finir, excusez-moi. Je vous en prie. Si votre patron, là, il n'est pas content, il va se faire foutre. Moi, j'étais pas là pour censurer. Non, mais j'étais pas là pour censurer. Vous voyez, alors vous n'allez pas me censurer, moi, à présent. Donc, on est en direct, personne ne vous censure. Justement. Et je vous laisse finir. Donc vous me laissez finir. Ce qu'on appelle une interview. Non, vous me laissez finir. Une interview. Et donc, alors je finis. On parle. Je vous écoute. Ou je finis ou je me barre. Mais vous m'écoutez Vous aussi. avez le choix. Alors je vous écoute. Voilà. Je vous laisse finir, mais il faudra que je vous pose une question après. Ouais. Bah, on fera ce que vous voulez. Et personne n'insulte. Je regarde une pédale de vélo et une fixation de ski. Les deux, dans le temps, ça se fixait avec des lanières. Et je demande au bureau d'études s'ils peuvent nous faire des pédales de vélo automatiques comme les fixations. Ils disent oui, ils deviennent le numéro 1 mondial. Et voilà comment Look a été sauvé. Pas par de la prédation. Ils ont doublé les effectifs. Ouais. Donc un peu de correction.
On a tous des défauts. Quand on est dans les affaires, c'est pas un monde facile. Mais c'est pas la peine de dire qu'on a les dents qui traînent par terre et qu'on est des gros goinfres. Vous voyez, c'est pas du tout le sujet. Ceux qui pensent les affaires comme ça se perdent. Un exemple. À un moment, il y a une phrase. Quand je suis dans les affaires, je veux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La phrase d'après, qui est coupée, c'est comme les sportifs avec les médailles, c'est comme les auteurs avec les prix Goncourt. L'unité de mesure dans les affaires, c'est l'argent. Voilà. Vous voyez, c'est pas la même gueule. Non, mais c'est peut-être aussi ce franc-parler qui a fait aussi votre réputation, etc. Et qui aussi a pu heurter, parfois, et parfois aussi des salariés de vos entreprises. Ce discours sur la société, sur le monde de l'entreprise, au fond, tout le monde n'est peut-être pas prêt à l'entendre. C'est ceux qui travaillent dans la boîte. C'est difficile. C'est ceux qui travaillent dans la boîte. Il y a eu un sondage. Je vous racontais ça parce que le jour où j'ai eu le Grand Prix, là, je sais plus quoi, ils ont dit le Grand Prix de la communication. J'avais à l'époque homme d'affaires de l'année. 34 ou 35 entreprises. Ils avaient fait un sondage auprès du personnel, de Terraillon, de Look, de La Vie Claire, etc. 75% des gens interrogés, on leur disait, vous travaillez où? C'est ce qu'ils répondaient? Chez Tapi. Chez Tapi. Et eux, ils n'avaient pas honte de bosser chez moi, ils trouvaient que c'était flatteur. Parce qu'ils avaient une équipe qui soutenait le Tour de France, ils avaient une équipe qui soutenait l'Orchestre symphonique de Chambéry, ils avaient des écoles de vente pour les chômeurs. Je veux dire, ils étaient fiers du travail qu'on faisait. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous regrettez d'avoir dû licencier, vous séparer de certains salariés? Mais c'est très dur. Vous imaginez pas comme c'est dur. Vous savez combien il y a eu de licenciements sur Adidas? 3500. Quand j'ai repris Adidas, Adidas perdait 2 milliards. Nike gagnait 2 milliards. Avec le même chiffre d'affaires. Et ça a été redressé comment? Par moi, hein, tout le monde l'a dit, y compris ceux du Lyonnais. Ça a été redressé premièrement parce que j'ai débauché le patron du marketing de chez Nike. J'ai pris l'ancien ministre des Finances allemand que j'ai mis président. J'ai viré le patron des États-Unis et je l'ai remplacé par celui qui avait réussi les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et malheureusement, il a fallu automatiser toutes les machines. Ça a coûté 3500 emplois. Ils sont aujourd'hui le double de ce qu'ils étaient quand j'ai repris. Et aujourd'hui, Adidas vaut 35 milliards à la bourse. Est-ce que, puisqu'on est sur Adidas, on peut rester sur le sport, le plus beau jour de votre existence, c'est la victoire de l'OM en 93 ? Est-ce que, et au-delà de ça, est-ce que c'est votre plus grande réussite ? Je crois que c'est le record de l'Atlantique. Ah ouais ? Oui. Parce que ça faisait 45 ans qu'il existait, que j'avais repris le bateau d'Alain Colas, qui est mort malheureusement sans avoir pu profiter du bateau qu'il a fait, qui était un bateau exceptionnel. J'ai d'ailleurs lu dans le reportage, j'ai vu qu'ils ont dit la vérité sur le bateau qui s'est couché 4 fois. Ouais, et qui s'est relevé à chaque fois. Mais pourquoi il s'est relevé? Ça vaut le coup d'être dit quand même. Ouais. Parce que vous avez pris des risques? Ah ben on prend des risques, évidemment. Quand vous faites tous les gens qui font des traversées comme ça prennent des risques. Mais pas parce que je me couchais. Parce que le bateau, il était conçu de la manière suivante. Il y avait 4500 mètres carrés de voile. La quille faisait 80 tonnes. Écoutez bien ça. Il était possible, avec des voilures aussi grandes, que par des coups de vent de travers, le bateau se couche. On avait de chaque côté du tableau de bord des percuteurs, 4, 1 par mât. Et par un système pyrotechnique, le bateau il risque de chavirer. Non pas parce qu'il y a une vague, c'est si les voiles se remplissent d'eau. Et pour éviter ça, on appuyait sur les 4 pitots. Et à ce moment-là, les voiles se désengageaient des baumes. Et en devenant flasques, elles ne retenaient pas l'eau. Et les 80 tonnes de quilles reprenaient le dessus. Voilà pourquoi tout le monde a eu peur, mais on n'est pas mort. Le Phocéa qui se couche 4 fois et qui se relève à chaque fois, c'est un peu votre vie, quoi. Oui, je ne me suis pas couché souvent, hein. Non, j'ai été décrit, mais je me suis pas couché, mais... Non. Touché. Vous savez, je connais des boîtes qui empruntent beaucoup plus d'argent qui n'en ont et qui s'achètent des chaînes de télé, qui s'achètent des journaux, enfin bref. Ceux-là, ils prennent des risques.
sur l'OM. Si on en croit le journaliste Hervé Gattegno qui témoigne dans notre document, c'est presque vous qui avez marqué le but sur corner. Il n'est pas sympa. D'abord parce que j'adore Gattegno. Vous savez pourquoi? C'est un de ceux qui, au départ, il était au Monde à l'époque, donnait raison aux Lyonnais. Et puis qui, au fur et à mesure des événements, a su dire, c'est pas Tapi qui a baisé le Lyonnais, c'est le Lyonnais qui a baisé Tapi, et il a eu le courage de le décrire dans son journal. Maintenant, bon, je raconte l'anecdote 2 minutes pour vos téléspectateurs. C'est un coup de peau, parce que j'ai juste un sentiment. On est à 7 minutes de la mi-temps. Le match Milan-l'OM. Moi, je suis en l'air. Et je vois Boli qui prend un coup, mais qui prend un coup qui est pas comme ça. Et il se roule par terre de douleur. Et comme je sais qu'il a été tellement malheureux de la défaite de la finale précédente, il demande à sortir. Et comme on est à 7 minutes de la fin, je dis au talkie-walkie à l'entraîneur, Raymond, essaie de le maintenir jusqu'à la mi-temps. Ouais. Et à la mi-temps, si ça va pas, tu le sors, mais là, essaye. Boli, il gueule, parce qu'il veut sortir. Puis finalement, il sort pas, il est foudrage, corner, but de la tête, Boli. Et à la mi-temps, je lui dis, Basile, ça va mieux? Il m'attrape dans les bras, il m'embrasse. Mais c'est pas pour ça que je me fais pas, moi, vainqueur de l'air. Mais le fait est que j'ai senti que, psychologiquement, il voulait pas revivre ce qu'il avait vécu 2 ans avant. Or, jusqu'à cette mi-temps, on est dominé par Milan. On est dominé par Milan. Pourquoi vous l'avez gagné, la Ligue des Champions, et pas les autres? D'abord, on avait vraiment, les seuls, pour l'instant. On avait une équipe exceptionnelle. Et deuxièmement, j'avais pris une précaution, et c'est peut-être seul défaut de PSG aujourd'hui, qui domine tellement, il est tellement plus fort que les autres équipes. C'est un peu comme un tennisman qui serait classé 4-5e et qui toute l'année rencontrerait des 120, 125e. Or, si vous rencontrez que des équipes qui vous sont inférieures toute la saison, le jour où vous rencontrez des équipes de votre niveau, vous êtes en difficulté. Et moi, j'étais tellement conscient de ça, j'ai fait rentrer dans le football Alain Aulas, Jean-Michel Aulas. Ouais. C'est moi qui lui ai dit, viens. Patron de Lyon maintenant. J'ai convaincu Canal+ de venir sur PSG. Sur PSG. J'ai essayé, je me suis bagarré avec un type extraordinaire qui s'appelait Bèze, qui digérait Bordeaux, mais c'était un mec, il tenait les joueurs. Bref, on avait une équipe, chaque match fallait le gagner. Donc, ça vous arrive en Coupe d'Europe, vous êtes capable de gagner. Si on parle de l'OM, évidemment, il faut parler de l'affaire OMVR. Je crois qu'on a tout dit sur l'affaire OMVR, mais récemment, je vous ai entendu, je rachète l'équipe pour être encore plus précis, laisser entendre que vous aviez peut-être été victime d'une machination. Oh là là là, vous le croyez, vous? Je sais pas. J'ai simplement prononcé une phrase. Allez-y. J'ai dit, si j'avais été assez con pour acheter Valenciennes, que j'étais pas obligé de battre du tout, parce qu'on avait assez d'avance pour être champion. Enfin, en tout cas, il fallait qu'on fasse au pire un match nul contre Paris chez nous. Pour pas avoir de blessés, en tout cas, avant la finale. J'ai dit, il faut pas m'emmener en prison, mais dans un asile d'aliénés. Je vais vous dire juste une chose. Ce que j'ai entendu de la part du procureur est une honte. J'ai jamais tenu les propos qu'il a dit. Éric de Montgolfier. Jamais. Et tous les journalistes sportifs, témoins, ou les chroniqueurs judiciaires vous diront qu'après chaque audition, pas le juge, le procureur sortait dehors. Vous voyez les journalistes, allez en prison. Le procureur allait en prison. Voir les gens incarcérés en prévention pour leur dire, il faut dire ça, il faut dire ça. Je vous rappelle juste, pour confondre le personnage, qu'il y a quelques mois, dans une chaîne de télévision qui s'appelle La 2, Monsieur Delahousse dit à monsieur, je ne sais plus son nom, le procureur, là. Montgolfier. Il lui dit, mais vous ne trouvez pas que la sanction était sévère? Il répond pas, que c'est scandaleux, non. Il dit, oui, et d'ailleurs, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Le journaliste est un peu sur le derrière. Je vous invite à regarder, c'est Un homme, un destin, c'est encore sur replay. Merci La 2. Et
le journaliste dit, mais pourquoi? Et il dit, c'est tapis. Vous vous rendez compte? C'est tapis. Ouais. Alors, il y en a un autre qui m'a aidé. Je vais vous dire, à tenir le coup. Hein. C'est un type avec qui j'avais que des emmerdes parce que politiquement, on n'était pas d'accord, mais qui adore le foot et qui faisait partie du comité pour la levée de mon immunité parlementaire. Puisque pour aller en prison, j'étais député européen, il fallait qu'on lève mon immunité. Et alors, ça arrive à lui, je pense qu'il va me massacrer. Pas du tout. Il dit, écoutez, j'ai beaucoup de mal à croire à cette histoire. Et pourtant, j'aime pas Tapi. Alors l'autre dit, le président dit, pourquoi? Il dit, parce que vous savez, quand vous donnez 15 000 francs, à l'époque c'était des francs, quand vous donnez 15 000 balles à un joueur de football, aujourd'hui vous n'avez aucune chance de les retrouver 3 semaines après enterrés dans un jardin, mais plutôt le lendemain chez Alfa Romeo. Ça m'a pas empêché, je vous signale, pour un mec qui n'a pas de morale, permettez-moi, j'ai démissionné de mon poste de député européen, c'était jamais arrivé avant, pour aller en prison de telle sorte que je ne sois pas protégé par mon immunité. Par l'immunité parlementaire. Merci. Bernard Tapie, vous avez revu Jean-Pierre Bernès, oui. Il n'y a pas très longtemps, oui. En juillet dernier, je crois. C'était votre bras droit. À l'OM, c'était... Plus que ça. Voilà, plus que ça. Il était moi quand j'étais pas là. Voilà. Bon. Et c'est lui qui, dans cette affaire de corruption, vous a accusé. Vous avez pardonné? Il a vu le juge la veille, associé. Il a été convoqué par le juge. Non, à la demande de son avocat. Ils sont allés voir, non pas le juge, Monsieur de Montgolfier, la veille de l'audition. Et Jean-Pierre Bernès, pour la première fois, alors qu'il a nié jusqu'à ce moment-là, il dit à l'audience, oui, il faut que je vous dise, c'est vrai. Et il décrit un processus qui tient pas debout, puisqu'il dit, voilà, j'avais une enveloppe, c'est le comptable qui me l'a donnée, lui-même l'a eu du directeur financier, etc. Manque de chance, les empreintes sur les enveloppes ne sont pas sur l'enveloppe. Alors après, avec Bernès, je vous donne ma parole d'honneur, on n'en a pas parlé une seconde. Je sais pourquoi il a dit ça, il sait pourquoi je le sais, et on n'en parle plus. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a deux journalistes du Monde qui n'ont jamais cessé de me rentrer dans la gueule et qui ont fait ma nécro récemment. Et c'est des mecs qui a été publié par erreur. Et c'est des mecs à qui je trouve du talent et avec qui j'ai eu de temps en temps. Vous voulez parler de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, j'imagine. Oui. Et bien, quand on se voit, on boit un café. C'est ma nature. D'accord. Ce qui se passera jamais avec le gros, là, espèce d'abruti de... Ok. Vous voyez de qui je parle? Juste, on peut rester un instant sur ce que vous voulez dire? Vous voulez pas en dire plus? Sur quoi? Il savait, j'ai compris pourquoi il avait dit ça, Bernès. Non, mais c'est tout. Voilà, j'ai fait de la prison. Vous vous rendez compte que depuis ça fait 25 ans qu'on se pose des questions sur cette affaire. Mais il n'y a pas de question. Le jugement a été rendu. Oui, mais enfin Il a été rendu avec des plaidoiries. Il a été rendu avec des documents. Et la cour d'appel de Douai a confirmé. Donc Barca. Et vous êtes parti en prison. Et je suis allé en prison et ça a été... C'est dur, hein. C'est ça qui a été le pire. Oh putain! Vous n'imaginez pas. Et moi, enfermé dans 6 mètres carrés. En plus, pour des raisons de sécurité, je sortais pas. Donc, ça a été un enfer. On avait mis au point un petit truc avec ma petite femme. tous les soirs, à 5 heures, on se mettait dans une configuration d'isolement et on faisait comme si on était ensemble. Et ça nous a aidés à passer le moment. Mais c'est dur, hein. Tous les soirs. Tous les soirs, vous aviez ce rituel et ce mouvement avec... Et puis le week-end, quand même, elle venait me voir à la prison. Avec votre épouse. Donc c'est... Non, c'est très dur, c'est très dur. Le monde carcéral, c'est un monde difficile. Même si, comme Jacques Séguéla le raconte dans notre enquête, il y avait un soutien, j'allais dire, de la part des détenus. Je vais vous faire un aveu, après coup. Ils pensaient me soutenir, ça me démontait. Pourquoi? Ils me traitaient comme si j'étais un des leurs. Et il n'y a rien qui me faisait plus mal que ça. Alors eux, je sais bien, c'était le président de l'OM, c'est pas le prisonnier. Mais entendre des prisonniers, car, bon, il y a des gens qui font des choses pas très graves, mais c'est pas la majorité.
La majorité des gens font des ordures, font des trucs horribles. Être supporté par eux ne m'amenait pas de confort. Voilà, vraiment. Ça, c'était le pire. Hein? Ça, c'était le pire. Ah oui, oui, de loin. Ouais, ouais. Ces 160 jours passés donc dans cette prison, d'abord en région parisienne et ensuite à Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Bernard Tapie, vous avez évoqué avec beaucoup de sincérité il y a quelques instants ces moments difficiles. En ce qui concerne la politique, parce que il y a quand même un grand malentendu sur la politique. Vous avez été député, ministre, et puis évidemment, ça s'est arrêté à cause notamment de cette affaire. Mais non, non, pas à cause de cette affaire. Pourquoi? Pas à cause de cette affaire. Pas parce que vous avez été condamné, que vous êtes allé en prison? Non, pas du tout. On a utilisé ça, parce que ça tombait bien. Hein, il gagne la Coupe d'Europe, on le fout en tôle pour avoir truqué un match avec Valenciennes. Pas mal, hein. Mais je vous donne la suite derrière. Je viens d'éliminer Rocard aux européennes. 94. Que ça. En 95, il y a les présidentielles. Et derrière, les municipales. Et je vous fais un aveu là, j'ai qu'une envie, c'est d'être maire de Marseille. Cette ville, en y rentrant, j'ai eu le coup de foudre. Ça m'a beaucoup aidé là, avec l'OM d'ailleurs, parce que ça donnait des choses qui étaient sincères. Bref, je voulais être ça. Maire de Marseille, au pouvoir, et pas président de la République, c'était pas ça? Non, mais attendez, non seulement j'avais aucune envie, et comme à un moment donné, il y a une association droite et gauche, parce que la gauche voulait pas que je fasse à Jospin ce que j'avais fait à Rocard, et la droite voulait pas que j'empêche Gaudin d'être maire. Donc, association d'idées. Ce que je veux faire, c'est tout de suite éliminer l'hypothèse que je vais faire chier Jospin. Le Nouvel Obs sort la une avec moi en président. Et le titre, si c'était lui. Retrouvé sur France 2, Tapie présidentiel. Je me fais inviter. Et écoutez bien, je la joue pas genre, non, j'ai pas l'intention, vous savez, tous ceux qui ont envie de le faire. Je dis, moi, président, mais vous n'y pensez pas. Jamais. Et je lui dis, vous voulez que je vous dise pourquoi? Regardez le journal télévisé. Parce que j'ai pas le niveau. Quand vous dites ça, ça vous vous éliminez. Ouais. Hein? Donc, je voulais Marseille. Ouais. Sauf que Marseille, c'est Gaudin. Et Gaudin, il est UDF avec M. Maignery, qui est garde des Sceaux, M. Madeleine, qui est ministre des Finances, M. Sarkozy, qui est... non, M. Madeleine, je ne sais plus... Enfin, ils sont tous... Ministre du budget, Nicolas Sarkozy, voilà, à ce moment-là, ouais, bien sûr. Et d'un seul coup, procès pénal, fiscal. Ça tombe d'où, ça? Un truc incroyable. Le Fosséa, il a une vertu par rapport à tous les autres bateaux de cette taille. Je le dis pour nos amis téléspectateurs, il est pavillon français. Tout le personnel est du personnel français. C'est pas les Bermudes avec un Tahitien, un Javanais, non. Que des Français. Et drapeau français. Donc, pour faire de la fraude fiscale avec le drapeau français, il faut quand même être très con. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que d'un seul coup, on va mettre mes sociétés en règlement judiciaire. Moi qui suis adoré par les tribunaux de commerce, paraît-il, je suis sur le cul, je dis mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, vous regarderez les archives. Monsieur Maignery, grand homme s'il en est, fait une conférence en disant c'est un scandale. Ça va vous rappeler quelque chose de plus récent. Monsieur Tapie doit être en liquidation des biens. Il ne doit pas rester en règlement judiciaire. Mais c'est pas possible, les sociétés ne le sont pas encore. Eh bien, c'est pas grave. Laissez-moi finir. Je vous laisse finir. C'est pas grave. Mais je vais être mis en liquidation des biens pour les professionnels par extension d'une société qui ne l'est pas encore. Mais mes avocats vont voir le président, il ne veut pas les recevoir. Et M. Rouget, président du tribunal de commerce, est nommé 15 jours après président du CDR. C'est-à-dire président de la société d'État contre laquelle je vais ferrailler. Le fameux consortium. Elle est belle, la vie, hein. Bernard Tapie, votre... Oh, j'ai compris. Hein, votre carrière politique, elle est marquée à jamais par cet affrontement avec Jean-Marie Le Pen, cette fameuse émission sur TF1. Personne ne veut débattre avec Le Pen, vous y allez.
Alors bon, peut-être que vous pouvez répondre avec le recul à cette question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez vraiment eu envie de lui en coller une? Ah, évidemment. Non, mais attendez. Non mais je vais vous dire. Souvent, les hommes politiques, souvent, les journalistes, les chroniqueurs, ou certains comme lui, qui n'ont qu'une morale, qui n'ont qu'une retenue, ils se sentent forts par rapport à la classe politique en général, parce que les gens qui font de la politique sont tenus par des groupes, par un mouvement, par un parti, par les attitudes qui les empêchent. Mais croyez-moi, ils ont le talent pour ça. Un jour, il y a un journaliste très connu qui me pose une question au moment de l'arbitrage. Il me dit « Qui paye les arbitres ?» Je dis « Dans un procès privé, c'est les partis qui payent les arbitres. » Il me regarde et il me dit « Ah ouais, vous connaissez ça, payer les arbitres ?» Je laisse passer et après je lui dis « Vous savez, monsieur, je suis tellement content de ne plus faire de politique. » Il me dit « Ah bon, pourquoi ?» Je lui dis « Parce que j'ai toujours pensé que vous étiez un con, mais maintenant je peux vous le dire. Mais croyez-moi, si beaucoup de journalistes vous le disent pas, c'est pas parce qu'ils ne pensent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. » J'ai reçu dans mon appel qu'a suivi des dizaines de toutes confondues me disant « Ah putain que c'était bien !» Mais ce jour-là, contre Le Pen, ça a vraiment failli mal se passer? Oui, non, mais parce que il y avait quelque chose qui était obscène sur le fond. Ouais. Il a été un des grands batailleurs pour que l'Algérie reste algérienne, reste française. Bien sûr. Il a voulu qu'on conserve l'Algérie en colonie. Quand on voit après les discours qu'il a tenus sur les immigrés, je ne pouvais pas m'empêcher de dire « mais il faut être un salopard ». Comment vous pouvez dire « vive l'Algérie française » avec 6 ou 7 millions de types que vous détestez, que vous prenez pour des paresseux, pour des voyous, pour des gens qui n'ont pas de scrupules? C'est ridicule. Donc, il était normal que sur ce terrain-là, je ne le laisse pas aller. Et rien à voir, je le dis, avec Marine Le Pen. Hein. Ah oui? Ah, rien à voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Marine Le Pen, c'est une femme politique, elle a des idées, elles peuvent ne pas être les vôtres, mais jamais, elle allait sur les terrains impossibles franchir, contestant, enfin, vous vous rappelez pas, contestant les camps de concentration. Non mais... Vous pensez qu'elle peut être présidente un jour, d'ailleurs? J'espère pas, parce que j'ai pas du tout ces idées, mais je pense qu'elle peut l'être, évidemment. Beaucoup de vos proches disent que la politique c'était une erreur, qu'ils vous ont prévenu, et que vous n'avez pas écouté. Est-ce que d'ailleurs c'est symptomatique d'un de vos principaux défauts? Et c'est quoi vos défauts d'ailleurs, Bernard Tapie? Est-ce que vous êtes, vous n'écoutez pas assez ce que vous disent vos proches? Non, j'ai des défauts. Le plus grand d'entre eux, c'est de ne pas avoir été soucieux de ce que l'image pouvait faire des actions que je menais. Je prenais pas le temps à l'explication. Autrement dit, vous voyez ce que j'ai fait là avec vous maintenant, j'ai jamais fait. Alors que ça fait 20 ans qu'on me raconte les mêmes conneries. Ça fait 20 ans qu'on dit je suis le fossoyeur de Manu France, que j'ai pas acheté. J'ai jamais fait de droit de réponse. Parce que j'attache pas d'importance à ça. Ce qui compte, c'est votre parcours. Et surtout, est-ce que vous avez rendu des gens heureux? Je vais vous dire un truc qui m'a blessé tout à l'heure. Dans le reportage, la fille ose dire, Tapie a appelé le supporter ou le patron des supporters pour qu'il lui rende un hommage. Mais je préférerais être mort que de me conduire comme ça. Jamais je me serais permis d'appeler. Et si j'ai eu de l'émotion, c'est parce qu'ils l'ont fait sans que je m'y attende. Ouais. Attendez, mais vous n'avez pas répondu sur le fait de ne pas être assez à l'écoute? Oui, quand vous rentrez dans un milieu, moi je suis rentré dans tous les milieux, le métier artistique, le métier de la politique, le monde des affaires, le monde des sports. À part le milieu artistique, parce que il y a chez les artistes quelque chose d'authentique qui traverse le cœur et qui vous touche. Mais les autres milieux, il n'y a pas beaucoup. Donc je perdais pas de temps à faire les courbettes, à me faire adopter, à me faire chouchouter. Je rentre dans le football et je casse le contrat qu'il y avait exclusif entre Canal+ et les clubs pour la diffusion des matchs Coupe d'Europe, par exemple. Ouais.
Ben, vous croyez que Là, oui, ça n'a pas fait plaisir. Ah, ça n'a pas fait plaisir. Ça n'a pas fait plaisir. Est-ce que vous êtes un emmerdeur, Bernard Tapie? Oui. Oui, parce que je lâche pas les gens. Je les pousse à être au-delà de ce qu'ils ont envie. Et après, ils m'en remercient. Je vous assure. Ouais. Est-ce que vous êtes sévèrement burné? Pas plus que ça. Vous parlez physiquement ou intellectuellement? Physiquement, froidement. C'est la grande phrase des Guignols, évidemment. Oui, non, mais là, c'était le cours de gymnastique. Mais le cours de gymnastique, elle aussi, c'est pas moi qui ai demandé. Ouais. Je les regardais, puis elle me disait alors, je dis, bon... Elle me dit, bah attendez, on en réenregistre une, vous dégonflez pas, allez chiche. Voilà. Quand on est emmerdeur et sévèrement burné, est-ce qu'on a un peu tendance parfois à contourner un peu les règles, à faire un peu, à passer en force, et à s'affranchir de pas mal de trucs? Bon, il y a deux choses. Il y a celle que vous franchissez parce que vous avez personne autour de vous pour vous indiquer où se trouvent les lignes. En politique, c'est très difficile à dire si vous n'avez pas autour de vous des gens qui connaissent. Donc, celle-là, j'allais dire, vous n'êtes pas vraiment responsable. Puis après, il y a l'autre ligne. Alors, vous la franchissez, mais en essayant, c'est ma nature, d'utiliser d'autres méthodes. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. J'ai fait 2 finales de Coupe d'Europe. Ouais. Une perdue au pénalty. À Bari, contre l'Étoile Rouge. Et j'ai été éliminé en demi-finale, ce qui m'a privé de la 3e finale. Ça aurait pas été mal, 3 finales en 4 ans. Hein. Ça, c'était... Alors, la demi-finale, c'est 80... Le PSG, ils ont jamais été en quart de finale encore. J'ai fait 3 finales. J'aurais pu... Je souhaite, alors par contre, ça je vous le dis, je souhaite qu'il la gagne. Hein. 90, la demi-finale, je me souviens très bien, Benfica. Voilà, et 91, la finale à Bari, et 93, la finale à Milan. Ok. Et le but marqué de la main, il ne peut pas ne pas l'avoir vu. Le but de Vata. Il ne peut pas ne pas l'avoir vu. Énorme erreur d'arbitrage en 90. Grosse erreur. Qui vous coûte la finale. Et là, je dis, bon, j'ai compris, et on ne me le fera plus. Qu'est-ce que les gens ont compris? Ce que vous venez de comprendre, sûrement. On va acheter l'arbitre, ça sera plus simple. Alors que moi, je ne pense pas qu'il a fait ça parce qu'il a été acheté. Moi, je pense qu'il a fait ça parce que siffler la main à 4 minutes de la fin, qui élimine Benfica, qui était à l'époque un des très grands clubs, comme aujourd'hui Barcelone, Real Madrid, un fou amoureux du football, même s'il est arbitre, il ne fait pas. Et j'ai compris ça. Marseille, aucun palmarès. On est connu de nulle part. Qu'est-ce que je fais? J'engage Beckenbauer comme directeur technique. Et là, comme par hasard, on est traité comme tous les plus grands, car les arbitres sont admiratifs de Beckenbauer. Ça évite d'avoir à souffrir de votre manque de notoriété. Donc franchir de la ligne... C'est ça, être un grand d'Europe. Voilà. Être un grand d'Europe, c'est avoir le staff qui va avec. Et puis après, vous avez le palmarès. Bernard Tapie, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je vous remercie encore d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Bon, je vous pose la question simplement. Est-ce que vous êtes ruiné? Alors, là, je suis content que vous me posiez cette question. Vraiment. Parce que là encore, vous admettrez que je n'ai jamais voulu répondre à cette question. C'est pour ça que je vous la repose. Quand il continuait, je partais. Pourquoi je vais y répondre maintenant? Parce que il y a eu un jugement. Il n'est pas définitif, mais n'empêche que celui-là, il existe. Tout à fait. Alors, je dis à monsieur, je ne sais plus son nom, de Mediapart, là. OK. Oui. Qu'il n'est pas seulement méchant, il est nul. Or, être méchant, on peut l'être dans la presse, mais pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Excusez-moi, il est nul, et je vais vous dire pourquoi. Restons sur le fond de l'histoire. Tapie, il n'a rien payé encore, ça fait 5 ans qu'il devrait. Il faut que tous les Français sachent d'abord, il y a un chiffre, c'est celui que vos créanciers réclament. Et c'est à partir de ce chiffre-là que vous devez construire un plan de redressement. Ils ont apporté un chiffre à 400 et quelques millions. J'ai apporté des actifs à un peu plus de 420. Mais, après, il y a la période où vous apportez les éléments de preuve qui montrent que c'est pas 420 que vous devez. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui vont être faciles à comprendre. Parmi les saisies que M. Moscovici a obtenues, Moscovici, ministre des Finances, il assume. De François Hollande. Il fait pas de... Non, il dit le matin sur France 2 à 9h, j'ai demandé au juge
de saisir les biens de Bernard Tapie. Et 2 jours après, on me saisit mes biens. Il y avait 70 000 millions d'euros sur un compte. Il saisit les 70. Très bien. Ces 70 qui sont saisis, vous ne pouvez pas me les réclamer une deuxième fois, d'autant plus que comme le tribunal correctionnel a donné une relaxe, j'en profite, moi, pour dire, maintenant que je suis pour l'instant relaxé, les 70 bloqués, donnez-les en acompte à l'État. Le parquet fait appel en disant non, on n'en veut pas. Mes avocats sont stupéfaits. Ensuite, depuis 2017, on propose plan sur plan qui sont acceptés par les tribunaux et qui font faire appel et du CDR, c'est-à-dire des avocats de l'État et du parquet. Pourquoi? Ça a retardé. Aujourd'hui, écoutez bien, s'ils avaient laissé les plans, on serait aux 3/4 payés. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ma peau. Donc. Ils veulent la tête au haut de la pique, c'est pas d'être payés. Ils s'en foutent de ça. Bernard Tapie, encore une fois, pour ceux qui nous regardent ce soir et qui essaient de... C'est une histoire complexe, par ailleurs. Bon. Non mais attendez, comment on peut dire je ne paye rien depuis 4 ans alors que je ne paye rien puisqu'ils font appel du plan en permanence? Donc vous devez combien? Hein? Vous devez combien? Mais aujourd'hui, pas 1 euro. Je le dis à la télévision, je ne dois pas 1 euro qui soit aujourd'hui confirmé par les juridictions. Les premières sommes vont être connues, à mon avis, avant le printemps. Mais ils étudient la réalité des arguments. Un autre exemple. Et vous pourrez payer? Mais bien sûr. Mais vous renseignez. On pourra payer ce qu'on devra. Tout. Mais tout, oui, ça ne sera pas 400 millions. Vous en faites pas, on en doit déjà beaucoup moins que 400. Mais ça, 260? Mais ça, je ne le dis pas, parce que c'est les experts qui le diront. Et les experts, ils vont regarder. Par exemple, vous ne voulez pas me laisser finir. Et je vous laisse finir. Si vous me prenez tout l'argent que j'ai reçu du Lyonnais, parmi les 404, il y a la vente de mes actifs. Terraillon, La Vie Claire, les actions TF1, toutes ces affaires-là, elles ont été vendues 75 millions d'euros en 2015. En 95. À la date d'aujourd'hui, ça fait 135 millions. Qu'on ne peut pas me rembourser. Donc, quand vous aurez remboursé tout ce que vous me devez... Là, il y aura le plan de remboursement, on l'a compris. Maintenant, je vous préviens une chose. Il va falloir que le ministre des Finances arrête de laisser faire une institution sous sa dépendance qui s'appelle le CDR, qui passe son temps mise en place. Toute la direction du CDR est mise en place par Hollande, et les avocats sont ravis que ça dure. Je vous dis pas ce que ça coûte. Pendant des années, c'est la pompe à billets. Donc, plus ça dure, mieux ça vaut. Monsieur le maire, qui est honnête, qui a besoin d'argent, il doit demander des comptes au CDR. Là, c'est pas des comptes à la justice. C'est une institution qui dépend de son pouvoir. S'il estime que c'est rentable à l'État de faire durer le plaisir, qu'il le fasse. S'il estime, et là, il va être obligé de l'expliquer, parce que maintenant, je viens de le rendre public. Donc vous lancez un appel à Bruno Le Maire pour qu'il intervienne? Non, pour qu'il étudie le dossier, pour savoir s'il a intérêt, oui ou non, à ce qu'enfin, le plan qui va être adopté, s'il l'est, puisse être exécuté. Non? Donc si j'ai bien compris, 1, vous n'êtes pas ruiné, 2, vous rembourserez. Ah mais ça c'est sûr, là. Et il y aura assez. Et il y aura assez. Et il y aura assez, oui. Ça c'est sûr, aussi. Donc vous n'êtes pas inquiet financièrement? Mais c'est pas... Attends, ça j'ai jamais été inquiet. Jamais. Vous savez, vous prenez un pianiste. Regardez bien, un pianiste. Il fait des malheurs, il vend des disques à plus savoir. Vous voulez lui faire de mal? Tiens, je te pique tes disques. Et je les brûle. Si tu lui coupes pas les mains. Écoute-moi, si tu lui coupes pas les mains, t'en fais pas, il va refaire des disques. Hein. Tu comprends ça? Donc vous allez refaire quoi comme disque? Hein? Qu'est-ce que vous allez refaire comme disque? Eh ben, le premier que je vais faire, ça va être de rejouer de rejouer au théâtre. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non, oui, parce que j'ai vu, je connaissais bien Johnny, et je ne l'ai pas fait savoir au-delà de ça, parce que je trouvais que c'était, en image, pas très bon